Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 6. The number you have dialed has been changed. The new number is 9. 9. Ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers, il n'exite pas une multitude d'univers. Il y a 9 mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les 9 parallèles. Épisode 13. Le voyage de l'étonnante, partie 5 sur 5. Ok, mais tu pointes l'arbre dans sa direction et au moindre mouvement tu tires. Compris, Karl? L'Allemand pina du chef et fit un effort pour se retourner et présenter ses mains liées au jeune homme. Après une nouvelle hésitation, Alan soupira et s'approcha du prisonnier. Il desserra légèrement les cordes et vérifia leur solidité, puis recula de 2 pas sans le quitter des yeux. Ça va mieux? Oui, je te remercie. Tu peux faire la même chose avec les jambes, s'il te plaît? Pour cette requête, Alan ne prit pas le même temps de réflexion. Mal lui en prit. Il s'approcha à nouveau de Karl et, comme il se penchait sur lui pour accéder à sa demande, ce dernier lui décrocha un formidable coup de pied en plein visage et l'envoya voler en direction de Fabien. La collision fut violente et les 2 jumeaux roulèrent au sol. Un coup de feu partit et une balle alla se loger dans le plafond de la cale. En fait, l'Allemand était déjà parvenu, par on ne sait quel miracle, à se détacher les pieds et il se trouva debout en un éclair. Les liens de ses mains étant plus lâches, il parvint sans peine à s'en défaire. Et, profitant de la confusion ambiante, il s'empara du lugueur, attrapa Fabien par le cou, se plaçant derrière lui, il l'utilisa comme otage en appuyant le canon de l'arme contre sa tempe. C'est à cet instant précis que Yann et Erwan entrèrent dans le jeu. « Putain, Karl, qu'est-ce que tu fous » hurla le capitaine. « C'est à toi qu'il faut poser la question. Pourquoi m'as-tu attaché comme un vulgaire pourceau? Quel crime ai-je commis ?» Détends-toi, tu as raison, nous y sommes peut-être allés un peu fort, je suis désolé. Ces paroles qu'Erwan voulait apaisantes n'eurent pas l'effet escompté. La rage de l'Allemand monta d'un cran, et il appuya encore plus fortement son arme contre la tempe de son otage. Ce dernier se mit à pleurnicher, mais son ravisseur lui ordonna de se taire s'il tenait à la vie. Yann reprit les négociations. « Déconne pas, Yann, bon sang, déconne pas. Toi, le breton, je te prenais pour un ami, mais tu n'es qu'un enfoiré. » La colère de Karl ne paraissait pas s'apaiser, et chacun s'attendait à la catastrophe. Tous paraissaient encore une fois avoir oublié la présence de l'engin et des silhouettes. Ces dernières, sans doute alertées elles aussi par le coup de feu, rappelèrent leur présence. De nouveau, on tenta de forcer la trappe de la cale. Celle-ci fut secouée comme jamais et présenta rapidement des fissures dans le bois. Par chacune d'elles se glissa un faisceau lumineux très violent et d'une blancheur insupportable. Il n'y avait aucune chaleur, heureusement, sans quoi on eût pu croire que le pont était en feu. L'attaque ne cessa pas, et après avoir été fragilisée, la trappe explosa littéralement. Les silhouettes apparurent dans l'embrasure. Leurs visages étaient maintenant complètement formés, et l'on pouvait voir précisément où leurs yeux regardaient. Elles étaient 4, penchées au-dessus de la cale, semblables à des prédateurs, prêts à fondre sur leur proie. Karl oublia son otage qui, s'il lui procura une protection certaine face aux autres membres de l'équipage, lui était totalement inutile au vu de la nouvelle menace. Il le projeta en avant, pointa son arme en direction des nouveaux venus et ouvrit le feu sans la moindre sommation. Il y eut plusieurs tirs, dont certains atteignirent leur cible. 3 des silhouettes furent touchées et poussèrent des cris stridents avant de se trouver projetés en arrière et de disparaître de l'ouverture de la cale.
Yann, épargné, demeura immobile. Karl chercha à réarmer son digueur, mais Yann, profitant de la confusion, lui bondit dessus et il s'ensuivit une bagarre entre les deux hommes. Ils roulèrent d'un côté, puis de l'autre, ils échangèrent des coups et pendant un instant, l'issue du combat fut très incertaine. Karl était plus jeune et plus fort que Yann. Sa victoire paraissait acquise. Cependant, le vieux marin fit preuve d'une détermination et d'une pugnacité sans bornes. Il reçut plusieurs coups de poing dans le visage, mais parvint à attraper le col de l'Allemand, et dans un geste improbable, le fit basculer sur sa droite, ce qui lui permit de reprendre le dessus. Un ultime coup de tête donna la victoire aux Bretons. Dans l'embrasure de la trappe, la silhouette avait disparu. Yann hurla à Erwan d'en profiter pour la refermer. Il ne m'a pas manqué. Moi qui avais déjà mal au crâne, ça ne va pas aller mieux. Ses poings étaient en acier. Je me demande encore comment j'ai pris le dessus. C'est fou ce que le stress peut vous pousser à faire. Cela dit, nous sommes en piteuse situation, bloqués au fond de cette cale avec ces étrangers là-haut dont nous ne connaissons ni l'origine ni l'objectif. J'ai le menton hyper douloureux. Bon, voyons Karl maintenant. Il est inconscient. C'est quoi cette petite tache? Voyons voir. Du sang. Il a du sang sur l'arrière de la tête. Mon Dieu, je ne pensais pas l'avoir frappé si fort. Ah, il respire encore. Ouf. J'ai beau avoir des doutes sur lui, je ne souhaite pas sa mort. Et je suis surpris de la réaction que j'ai eue. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Je me suis senti comme poussé par derrière. D'un seul coup, j'ai eu peur, car j'ai senti que j'étais prêt à tuer. Karl était mon ami il y a quelques heures encore, et j'étais prêt à le tuer. Heureusement, je me suis repris. Mais c'est ce mal de crâne qui ne cesse de me rendre fou. Erwan a réussi à fermer la trappe, et les deux jumeaux, comme s'ils voulaient se faire pardonner, sont en train de ligoter Karl qui peine à reprendre conscience. Moi, je vais aller m'asseoir et reprendre mes esprits. Après sa surprenante victoire sur Karl, Yann parut flotter entre deux mondes. Il ne semblait plus être présent et eut même de la peine à s'asseoir sur les caisses qui se trouvaient au fond de la cale. Erwan, un peu perdu également, s'approcha de lui et lui demanda si tout allait bien. Le vieux marin mit un peu de temps avant de répondre. Il opina du chef pour rassurer son capitaine, mais il ne fut qu'à moitié convaincu. Il s'apprêtait à insister, mais un bruit strident et soudain les stoppa net. L'espace d'un instant, tous eurent l'impression que l'étonnante allait se disloquer. Le bateau se secoua de droite à gauche, les caisses tombèrent, il y eut des cris, et entre les lamelles des planches du pont, on vit apparaître des rayons de lumière blanche qui balayèrent toute la cale. Ayant retrouvé l'équilibre, Erwan se précipita sur la trappe et interpella les autres. « Regagnons le pont. Si jamais le bateau coule, nous y serons moins en danger que dans cette cale. » Et Karl demanda à Alan. « Détachez-le et réveillez-le coûte que coûte. » Le capitaine se retourna vers Yann pour s'assurer qu'il était en mesure de le suivre le mouvement. Le vieux marin était debout et paraissait apte à réagir. Rassuré, Erwan ouvrit la trappe et le spectacle qu'il découvrit le laissa sans voix. L'immense engin avançait doucement au-dessus du vieux saludier. C'était lui qui produisait ce son agressif. Il mit bien 1 minute pour survoler la totalité du bateau, et dès qu'il l'eut dépassé, il accéléra rapidement, prit de l'altitude et disparut avec une vitesse surprenante. Il y eut un léger calme, puis le bruit de l'eau se fit soudainement entendre, et une vague gigantesque vint frapper l'étonnante à bâbord. Il y eut ensuite un grondement de tonnerre. Une, deux, puis 3 éclairs, et le cri du vent. Le rat protecteur de l'engin avait disparu, et le chalutier se retrouvait de nouveau en pleine tempête. Le capitaine reprit rapidement ses esprits comme un instinct de survie. Les gestes essentiels et les ordres indispensables lui revinrent naturellement. Tandis qu'il s'extirpait de la cale pour rejoindre la timonerie, il cria une suite d'instructions à ses hommes. « Yann, il faut relancer le moteur de toute urgence. Alan et Fabien, débrouillez-vous comme vous voulez, mais réveillez Karl et gagnez rapidement vos postes. » Il peina à atteindre son objectif. À chaque pas, il était secoué, mouillé. Tous les éléments s'alliaient contre lui, bien décidés à l'empêcher d'atteindre son but. C'était bien mal connaître la détermination d'un marin. Après s'être heurté aux cloisons de la cabine, s'être roulé sur le bastingage, Erwan parvint enfin à approcher la porte de la timonerie. Avant d'y pénétrer, il jeta un coup d'œil en arrière. Karl, Alan et Fabien avaient également gagné le pont et se dirigeaient eux aussi, avec toutes les difficultés du monde, vers leurs postes respectifs. En revanche, il n'y avait aucune trace de Yann, et le ronronnement du moteur n'avait pas encore repris. Il y eut encore quelques longues minutes d'inquiétude pendant lesquelles l'étonnante ne fut pas épargnée, et la confiance que la capitaine du chalutier pouvait mettre en l'avenir se trouva fortement ébranlée à ce moment-là. Et puis,
Il eut un miracle qui se traduisit tout d'abord par quelques soubresauts, puis un ronronnement particulier, celui du vieux diesel qui avait accepté de revenir à la vie. L'étonnante reprit alors un peu d'équilibre. Bien que son avenir fût encore incertain, elle en redevenait le même. Erwan se battait avec la barre pour tenir le cap, et quand il fut rejoint par Yann, il avait l'impression d'avoir déjà affronté une armée de titans. « Les autres sont-ils à leur poste » demanda le capitaine. « Oui, » répondit le vieux breton. « La tempête semble avoir déjà perdu un peu de force par rapport à ce que nous avons affronté avant. » Il termina pas sa phrase, mais Erwan en comprit totalement le sens. « Tant mieux, mais nous ne sommes pas tirés d'affaire pour autant. Je vais rejoindre Karl à l'arrière, il a besoin d'un coup de main. Sois prudent, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé avec lui. »« Oui, je ferai attention. » Bon sang, je me trouve en pleine tempête, je titube sur le pont, je prends des vagues dans la gueule et le vent me glace jusqu'au sang. Mais je me sens plus serein qu'il y a une heure au moment où nous étions sous la protection de l'engin. Le danger est là, c'est certain, mais au moins c'est un danger que je connais, que j'ai déjà affronté. Si je n'avais pas ce terrible mal de tête, je pourrais presque croire que tout n'a été qu'un cauchemar. Allez, encore un effort pour rejoindre Karl et lui filer un coup de main. Où est-il? Je ne le vois pas. Pourtant je suis tout près de l'arrière, il devrait être là. Mais je ne vois qu'une ombre. Je vais encore m'approcher. Je vais forcément finir par le voir, à moins que nous ayons eu raison de nous méfier. Mon Dieu, satané mal de tête, de plus en plus insupportable. Voilà, je parviens à m'accrocher au bastingage, et j'ai vu sur toute l'arrière du bateau. Karl n'est pas à bâbord. Ah, mais je l'aperçois à tribord, enfin. Je suis rassuré, je m'approche de lui et... Ce fut assez soudain, mais ce n'était pas une chose étonnante en pareille circonstance. La tempête marqua le pas. Erwan sentit que la barre répondait mieux, qu'elle se laissait dompter davantage et que l'étonnante, dans son ensemble, devenait plus docile. Les vagues passaient plus difficilement le bastingage, le vent secouait moins la vieille coque du chalutier et l'orage résonnait encore, mais avec bien moins de fougue. Le capitaine plissa les yeux. Il fixa l'horizon et découvrit la lueur encore timide et blafarde du jour qui pointait. Il ressentit un énorme soulagement, un sentiment qu'il n'avait pas eu depuis des heures. Il en vint même à oublier de manière fugace l'incroyable aventure qu'il, lui et ses compagnons, avaient traversée dans la nuit précédente, à se demander si tout cela n'avait pas juste été un mauvais rêve. L'intrusion soudaine de Yann dans la timonerie le ramena bien vite à la réalité. Le vieux marin était blessé, son bras droit saignait abondamment, et pour freiner l'hémorragie, il utilisait un vieux chiffon qu'il maintenait de sa main gauche contre la plaie. Yann était livide. Visiblement, il avait utilisé toutes ses forces pour venir jusque-là, et à peine eut-il fermé la porte qu'il s'écroula au sol. Erwan bloqua la barre à l'aide d'un dispositif spécifique et se précipita pour aider son compagnon. Il lui frappa les joues pour le ramener à la vie, et dès que le marin ouvrit les yeux, il le couvrit de questions. Que s'était-il passé? Et qui lui avait fait ça? Quand? Où? Pourquoi? Peinant à retrouver ses esprits, Yann ne répondit pas de suite. Puis, sur un ton vaseux, il murmura « Karl !» et il reperdit immédiatement connaissance. Alan fit à son tour irruption dans la timonerie. « Karl est tombé à la mer! Karl est tombé à la mer !» hurla-t-il complètement affolé. « Il s'est battu avec Yann et... » « Bon sang, coupa Erwan. Reste avec lui. » Il désigna le corps avachi du breton et se précipita sur le pont. La tempête était bien morte, et un soleil timide nageait encore sur l'horizon, donnant à l'océan une couleur vacillante entre le rouge et le jaune. Le capitaine se précipita à l'arrière pour chercher des traces de l'Allemand. Rien. La mer déchaînée quelques heures plus tôt était d'huile. Erwan chercha la moindre trace à la surface de l'eau, en vain. Il devait comprendre ce qui s'était passé, et quelques bribes que lui avait données son neveu n'éclairaient rien. Il lui fallait interroger Yann, mais à son retour dans la timonerie, le vieux marin n'avait pas encore repris connaissance. On l'installa donc sur un lit de fortune près de la radio, et en attendant son retour à la vie, l'étonnante reprit sa route en direction des Amériques. Ce n'est qu'une bonne heure plus tard que, enfin, Yann ouvrit les yeux. Honnêtement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Tout ce dont je me souviens, c'est que je viens de repérer Yann à tribord. Je tente de m'approcher de lui. Je l'appelle, mais dans un premier temps, il ne réagit pas. J'insiste, je hurle, mais les éléments déchaînés couvrent ma voix. Je fais encore quelques pas dans sa direction, et là, le mal de tête devient insupportable. D'un seul coup, juste au moment où je parviens à mettre la main sur l'épaule de Karl, et enfin à attirer son attention. Il se retourne, surpris, me dévisage, et je vois la peur dans son regard, la terreur. Il se dégage de mon étreinte, recule de plusieurs pas en criant « Tes yeux! Qu'est-ce que tu as dans tes yeux ?» Moi, je ne comprends pas, mais le mal de tête est tel que je n'entends pas, je n'entends plus. Ma vue se trouble et c'est le noir.
Erwan regarda Yann. Il était réveillé, mais son regard était vide. Il se tenait la tête, assis en tailleur. Il se balançait lentement d'avant en arrière. Le capitaine se retourna vers les deux neveux qui se tenaient près de la porte. « Allez chercher la bouteille de whisky. Il faut qu'on le ramène parmi nous si l'on veut savoir ce qui s'est passé. » Yann regarda le verre que lui tendait le capitaine sans avoir la moindre réaction. « Prends-moi ce putain de verre, qu'est-ce que tu fous ?» Le vieux marin hésita. Il paraissait ne pas savoir ce qu'il devait faire. Il finit par prendre le verre et le regarda bizarrement. Agacé, Erwan insista et mima le geste de boire. Yann, toujours groggy, le regardait bêtement. Le capitaine insista. Le vieux marin finit par porter le verre à ses lèvres et à faire couler le liquide dans sa bouche. Sa réaction fut immédiate. Il projeta le verre et se mit à hurler. Erwan se redressa d'un bond et recula. Yann était debout devant lui, et ses deux yeux brillaient d'une lumière blanche aveuglante. Mais où je suis? Depuis combien de temps ai-je perdu connaissance? Je me sens étrange, et il y a cette lumière blanche et vive qui éclaire tout. Mon Dieu, mais qu'est-ce que... je ne reconnais pas mon corps. Je ne reconnais pas mes mains. 4 doigts. Cette couleur de peau grise et ces liens qui me retiennent. Je suis enfermé dans un corps qui n'est pas le mien et une sorte de bulle translucide où je flotte dans un étrange liquide. Et tout autour de moi, je vois des dizaines, non des centaines de bulles similaires à la mienne qui s'entassent les unes sur les autres. Certaines sont occupées par des créatures étranges à la peau grise, d'autres sont vides. Que m'arrive-t-il? Ah, au secours! Au secours! Le lieutenant John Elliott regardait dubitatif le chalutier couché sur le sable devant lui. Il s'était échoué en fin de matinée et la police locale était intervenue rapidement. Mais en trouvant à son bord 3 cadavres horriblement mutilés et un nombre important de caisses de whisky, ils avaient rapidement appelé le Bureau of Investigation, ancêtre du FBI, à la rescousse. Une Ford B flambant neuve vint s'arrêter à la limite de la plage. Un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un costume des plus chics, en descendit. Il hésita avant de s'engager dans le sable, sans doute par peur de salir ses chaussures. Il se décida finalement et se porta à hauteur d'Elliott. Ce dernier salua respectueusement le nouveau venu. « Bonjour, monsieur Hoover. C'en est un? Au vu de la façon dont ont été mutilés les corps, c'est probable. Cela ressemble beaucoup au dernier cas. Ça fait combien? C'est la 4e fois en 6 mois, et nous avons intercepté que 2 intrus. » Hoover sortit un étui à cigarette de la poche intérieure de son veston et en proposa une à Elliott qui déclina. Lui prit une cigarette et l'alluma en prenant son temps. Il souffla une longue volute de fumée. « C'est un navire de contrebande? Oh, vu la quantité de whisky que l'on a trouvé dans la cale, cela ne fait aucun doute. Ils s'en prennent à tous les types de navires. C'est inquiétant. Combien était-il? On attend le retour des autorités françaises pour savoir. » Hoover soupira et jeta sa cigarette qu'il enfonça du pied dans le sable. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais c'est une invasion. Une invasion. L'étonnante a finalement atteint la côte des USA après son étrange rencontre. Mais le seul être vivant qui a débarqué ne venait pas de France, mais d'un autre monde. Un monde situé sans aucun doute sur l'une des 9 parallèles. The number you have dialed has been changed. The new number is 9. 9. 9. Les 9 parallèles.